Dans cette vidéo que j'ai scindée en 2 épisodes de 40 minutes environ, je vous propose une lecture de l'œuvre du peintre norvégien Edvard Munch, un des artistes les plus emblématiques, je dirais même énigmatiques, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Munch est mondialement connu pour avoir peint en 1893 son célèbre tableau, Le Cri, inspiré par une hallucination survenue au cours d'une promenade. La notoriété de ce tableau a eu pour conséquence d'occulter la réelle dimension de son œuvre et le vrai message de l'artiste. Après ses débuts dans le réalisme, puis l'impressionnisme, fait partie du mouvement symboliste dans les années 1890. Il est un des pionniers de l'art expressionniste dès le début des années 1900. Dans une logique presque anarchiste, il se mettra très tôt en opposition avec l'impressionnisme, le réalisme, pour inventer une forme d'expression artistique en révolte contre tout ce que son enfance lui a montré comme modèle de société. Avec sa subjectivité d'une extrême violence, à la fois sur le plan de la forme et du fond, il a abordé une série de nouveaux sujets, l'amour, l'angoisse, la maladie, la mort, qu'il a présentés avec une brutalité sans le moindre égard en plein milieu de la période naturaliste. Munch est aussi un artiste en connexion étroite avec la littérature et la poésie, beaucoup plus qu'avec les autres mouvements artistiques. Edvard Munch est né le 12 décembre 1863 à Loten, en Norvège, petite ville au nord de Kristiania, où il passe son enfance. Kristiania est la capitale de la Norvège, rebaptisée Oslo en 1925. Son père était médecin militaire profondément religieux et aux revenus modestes. Sa mère, après avoir mis au monde 5 enfants, meurt de la tuberculose en 1868. Edvard n'a que 5 ans. À 13 ans, un nouveau deuil le frappe, sa sœur Sophie décède elle aussi de la tuberculose. Sa jeune sœur Laura s'avère être dépressive et sera internée. Son frère meurt quelques mois après son mariage. De cette famille décimée, il ne restera plus que sa sœur Inger. Or, les œuvres de Munch tout au long de sa vie vont refléter les affres de cette enfance et de cette adolescence marquée par le deuil et la maladie. En 1880, après avoir renoncé à ses études d'ingénieur, il s'inscrit à l'école royale de dessin. Il rejoint l'insouciante bohème de Kristiania, un cercle d'anarchistes et d'artistes dont la fréquentation marque un tournant décisif dans la vie de Munch qui décide de peindre sa propre vie. Je suis maintenant décidé à devenir peintre, bien que la maladie, la folie et la mort soient les anges qui ont veillé sur mon berceau et qui m'accompagneront ma vie durant. Il commence à exposer en 1884, puis gagne Paris en 1885, grâce à une bourse de l'État norvégien, où il suit les cours du peintre Léon Bonnat, portraitiste et professeur à l'école des Beaux-Arts. Il se forme également auprès de l'académie de plein air du peintre Frits Solo, qui est considéré comme le premier peintre naturaliste de Norvège. Frits Solo est aussi le beau-frère de Gauguin. Les premières œuvres de Munch sont imprégnées du réalisme français et laissent déjà présager l'avenir d'un grand peintre. En 1881, il peint son premier autoportrait. Il est alors âgé de 18 ans. L'autoportrait traverse l'œuvre de Munch. C'est une confrontation avec soi-même et aussi une réflexion sur le regard ou le moyen de cerner l'énigme de l'immédiat. Les ombres creusent et façonnent le visage. Le décor est réduit à l'essentiel. Dans un espace pictural abstrait, une façon d'éliminer tout écran qui s'interposerait entre son visage et celui du spectateur. Lorsque l'artiste fait le portrait de sa sœur, Inger, en 1884, elle est alors âgée de 16 ans, elle est vêtue d'une robe noire, celle de sa confirmation. Si le visage est assez classique, la robe donne l'impression de se fondre dans le décor. La réussite de ce tableau réside dans cette fusion du personnage et du fond qui l'entoure, mettant en valeur le beau visage d'Inger. Ce tableau figurait au nombre des tableaux chargés de représenter l'art norvégien lors de l'exposition universelle d'Anvers en 1885. Lorsqu'on lit les critiques de cette époque, on peut être étonné de la violence des commentaires, qualifiant l'œuvre de Munch de portrait d'une femme en noir, d'une laideur absolue, à faire se dresser les cheveux sur la tête. En fait, à travers Munch, c'était probablement toute la bohème de Kristiania que la presse bourgeoise voulait mettre au pilori.
Il en est de même du portrait du peintre Carl Janzengel, ami de Munch, qui lui aussi faisait partie de la bohème de Christiana. On remarque dans ce portrait en pied la volonté de l'artiste de s'exonérer de toute convention académique, l'exécution rapide que suggère le fond, à peine brossé, et du personnage, est relevée par des couleurs claires, du col et le reflet de la lumière sur son monocle. L'attitude dévoile les multiples facettes de sa personnalité. La tête haute, le regard assuré, fumant le cigare, l'artiste semble provoquer le spectateur, probablement cette bourgeoisie de Christiana. Ce portrait n'est pas sans rappeler le portrait d'Antonin Proust, réalisé par Manet en 1881, qui est exposé au musée Fabre. Munch a été fortement impressionné par les œuvres de Manet, qu'il découvre lors de son séjour à Paris en 1885. Cette influence apparaît aussi dans le portrait de l'écrivain Hans Giger, une des figures majeures de la bohème et de la vie culturelle de Christiana, dont la pose rappelle celle de Stéphane Mallarmé dans le portrait réalisé par Manet en 1876. Dans ces deux portraits impressionnistes, l'accent est mis sur l'authenticité psychologique et physique des personnages qui sont peints au naturel dans une pose décontractée. Mallarmé, la main posée sur un manuscrit, fumant le cigare, presque couché dans son fauteuil, le regard perdu dans ses pensées. Giger, la main inerte, la pose lascive, chapeau sur le crâne, sa présence et son regard transpercent la toile, apostrophant le spectateur. La modernité du tableau de Munch est dominée par les tons bleus pétris de lumière qui supplantent les détails et le dessin. En 1886, Munch expose 4 toiles au Salon d'automne de Christiana, dont L'enfant malade qui suscite l'indignation du public, notamment par son absence manifeste de finition. Cette œuvre représente sa sœur aînée, Johanne Sophie, morte de la tuberculose à l'âge de 15 ans. Edvard avait 1 an de moins que sa sœur et sa disparition a laissé chez lui une trace indélébile. Le traitement de l'espace sans profondeur et de la surface picturale, raclé sur plusieurs couches, patiné par les jus, témoigne du chagrin ressenti par Munch et montre les signes manifestes d'un processus de création difficile. Il a donné des coups de pinceau vifs et désordonnés, les formes autour des personnages virent à l'abstraction et se fondent dans le décor. Munch en fera plusieurs versions au fil des ans. Il représente l'instant où Sophie a perdu le combat contre la tuberculose. Dans un fauteuil est assise une jeune fille rousse, le visage pâle, le bas du corps est recouvert d'une couverture, tandis que le buste est adossé à un coussin blanc. Son visage est tourné vers une femme qui lui tient la main, dont la tête est penchée, cachant ainsi son désespoir. Probablement sa tante Karen qui s'est occupée des enfants après la mort de leur mère. Un verre à moitié vide d'une substance rouge, et le rouge de la main rappelle les affres de la maladie. Munch affirmait que, contrairement à lui, aucun artiste n'avait vécu cette situation jusqu'au dernier cri de douleur. Sans peur et sans la maladie, ma vie serait comme un bateau sans rame. Dans la maison familiale, nichée la maladie et la mort, je n'ai jamais surmonté ce malheur qui a été déterminant pour mon œuvre. Toujours dans ce drame familial, il peint également sa sœur Laura, tableau qu'il nomme Mélancolie. La sensibilité et l'instabilité extrême de Laura lui a valu d'être définitivement internée. Diagnostiquée mélancolique, elle a souffert de plusieurs dépressions sévères tout au long de sa vie. Mélancolie atteint une intensité inouïe, à la fois désarmante et effrayante. La lumière rentre à flot par la fenêtre sans projeter aucune ombre, soulignant le caractère subjectif de la représentation. L'espace dans lequel se tient Laura se fait le miroir de sa psyché. Son cerveau, mis à nu, est représenté par la table qui en prend ses contours. Munch s'est inspiré de dessins de cerveaux malades, vus en coupe, reproduits dans les manuels de médecine de l'époque. Sa pose assise, le regard vague, devient l'image de l'isolation psychologique, enfermée, coupée du monde extérieur. Dans cet enfermement presque carcéral, les couleurs sont violentes et agressives, elles témoignent de l'intensité de la maladie mentale. Le paysage au travers de la fenêtre, aux couleurs naturelles et apaisantes,
semble être définitivement inaccessible à la malade. Nous sommes toujours dans ce traumatisme subi par l'artiste lorsqu'il peint Nuit à Saint-Cloud. Peu de temps après son arrivée à Paris, Munch reçoit la nouvelle de la mort de son père. C'est dans ce contexte que l'on interprète la solitude et la mélancolie de ce tableau. L'intérieur sombre, avec une seule figure à la fenêtre, est totalement dominé par les tons bleus. Une peinture ton sur ton qui rappelle les accords des couleurs nocturnes du peintre Whistler. Un homme avec un haut de forme est assis dans sa chambre à la fenêtre et regarde couler la Seine. Il fait nuit. Les axes horizontaux et verticaux, riches en contrastes, structurent l'espace. Ils donnent à la pièce un semblant de largeur, y compris au personnage. Le rideau à gauche et celui de la fenêtre met en évidence la façon dont l'existence de l'homme s'accomplit dans son enfermement. On distingue au travers de la fenêtre des taches de couleur jaune, orange et rouge, certainement les lumières des bords de Seine, contraste entre cette vie éclairée et animée de l'extérieur et cet étrange espace intérieur qui sert de miroir de l'âme humaine. La pleine lune éclaire la pièce, elle projette sur le sol l'ombre d'une fenêtre à double croix, image symbole d'un cercueil et d'une veillée funèbre. L'homme à la fenêtre semble se trouver hors de l'espace et du temps, et il est sous l'emprise de ses souvenirs. La mort est pour la première fois dans l'œuvre de Munch représentée sous la forme d'un espace vide et symbolique. De santé fragile, Edvard a toujours trouvé auprès de sa jeune sœur Inger réconfort et de l'affection proche de l'amour maternel. Elle a toujours été attentive et réparatrice de ces états dépressifs qui ont marqué sa jeunesse. En 1889, Edvard peint Nuit d'été, Inger au bord de l'eau. Cette peinture fait office d'œuvre clé dans la carrière de l'artiste. Elle marque, sans abandonner le naturalisme, une certaine orientation vers le symbolisme. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les rochers et l'importance donnée à ces masses de couleurs au ton assourdi. De plus, les formes arrondies et lisses expriment la douceur et la tendresse des sentiments de l'artiste pour sa jeune sœur. Inger Bordelot, vêtue d'une robe aux délicates nuances de blanc, est un portrait touchant d'une jeune femme, songeuse et mélancolique, qui accède au rang de symbole de la féminité. Toutefois, le mystère enveloppe ce portrait, comme s'il avait une longue histoire triste à raconter, mais choisissait de se taire. Dans ce portrait d'Inger, psychologique, nous voyons une jeune femme debout, dressée, dont la pose suggère une longue immobilité, signe de patience et de sagesse. Son expression est contrôlée mais réservée, son regard direct fixe le spectateur. Ses mains sont jointes et ses cheveux, partagés par une raie, sont tirés loin de son visage. L'impression de modestie chaste et d'élégance est renforcée par le haut col noir de sa robe, fermé par une broche. Dans ce portrait, l'artiste se concentre sur les éléments figuratifs essentiels. Placé dans un espace vide, il exprime par la posture, le visage, les yeux, les mains, mais aussi par les couleurs, la personnalité du modèle. Inger Munch se tient devant un mur bleu-gris qui semble symboliser le ciel ou la mer. En même temps, la couleur du sol est chaude et terreuse. Ce contraste de couleurs surprenant crée un paysage imaginaire, serein et apaisé, entre le ciel, la mer et la terre, accréditant l'image d'une femme bien enracinée dans la vie, sûre d'elle-même et en bonne santé. Ce contraste voulu par Munch se retrouve dans tous les portraits de sa sœur, comme s'il voulait la sortir du destin tragique de la famille et montrer au public une image d'une femme saine et équilibrée. Lors d'une exposition à Christiana en 1891, c'est un Munch apparemment complètement différent qui se manifeste au travers d'une série de tableaux de style post-impressionniste et pointilliste qui rappellent les œuvres de Pissarro ou de Caillebotte avec ses vues plongeantes. Rue Lafayette, au printemps 1891, Munch occupait un appartement au 49 rue Lafayette.
C'est probablement de son balcon qu'il a peint cette œuvre. À gauche, on aperçoit la rue Drouot et la rue du Faubourg Montmartre. La vie animée et palpitante dans la rue semble fortement intéresser le personnage, accoudé sur la grille du balcon dont l'ombre décore le sol. Ici, l'artiste a combiné un coup de pinceau ponctuel avec un style concis. La peinture est appliquée en traits rythmiques, mouchetés et inclinés, créant un effet global rayonnant et vibrant. Notre regard glisse le long de la ligne de fuite du balcon, le fait plonger en direction de la rue où le peintre reconstitue le fourmillement de la foule. Comme de nombreux peintres de l'époque, Munch décrit la vie dans une métropole moderne. Dans le même style, il peint Jour de printemps, rue Karl Johann. La rue Karl Johann est une rue populaire de Christiania. Elle est ici montrée dans toute son étendue, avec à l'horizon la silhouette du palais royal. Elle est un peu raccourcie par certains expédients de perspective. Les bleus forment des accents prononcés en suivant la longue rangée des toits. Ils sont renforcés par la ligne des piétons qui s'avancent. La même couleur est également réservée à une femme solitaire vue de dos, dont la tête est cachée par son ombrelle. Sur la gauche, des ombres et une rangée d'arbres viennent équilibrer la composition. 3 enfants, avec des chapeaux au premier plan, rappellent les œuvres d'Auguste Renoir dans un tableau marqué par le style pointilliste de Seurat. À la fin du mois d'octobre 1892, Munch quitte Paris et se rend à Berlin, où il est invité par l'Association des artistes berlinois pour exposer ses œuvres dans le pavillon de la Maison des architectes. Il expose 55 tableaux, dont quelques-uns que j'ai rassemblés sur cette diapositive. L'exposition fut inaugurée le 5 novembre 1892 et close le 12 novembre, c'est-à-dire 6 jours plus tard, au terme d'une effroyable polémique. Toute la presse berlinoise cria au scandale, qualifiant les toiles de Munch d'inachevées et de barbouillage bâclé. Scandale qui sera l'origine de la fermeture de l'exposition, mais aussi de la fulgurante notoriété du peintre. Comme souvent dans le monde de l'art, le scandale initial n'avait pas tardé à éveiller et à accroître l'intérêt en faveur de l'objet scandaleux, en l'occurrence Munch et ses tableaux. Munch s'est ainsi fait un nom à Berlin par le scandale. Il décide donc de s'y installer. Il entre dans un cercle de littérateurs, d'artistes et d'intellectuels, où les Scandinaves sont fortement représentés. On y retrouve entre autres le dramaturge suédois August Strindberg, auteur du roman La Chambre rouge, le sculpteur norvégien Gustav Vigeland. Si vous allez à Oslo, vous visiterez le parc Vigeland, où sont réunies 212 sculptures de l'artiste. Dans ce cercle, on y discute de philosophie, et notamment de la philosophie de Nietzsche, ainsi que d'occultisme, de psychologie et des côtés sombres de la sexualité, sujet qui marquera et poursuivra Munch toute sa vie. À Berlin, il connaîtra une véritable fièvre créatrice, inspirée par les événements qui ont marqué sa vie, événements qui va déformer et styliser pour atteindre la plus grande intensité expressive. Munch va réunir l'ensemble de sa création dans ce qu'il appellera la fresque de la vie. Pour Munch, sa fresque de la vie est un poème de vie, d'amour et de mort, c'est-à-dire les 3 grandes forces auxquelles l'individu est confronté dans son existence. Dans cette fresque de la vie, il déclinera ses œuvres dans 3 grands thèmes: éveil de l'amour, épanouissement et déclin de l'amour, angoisse de vivre et mort. C'est en suivant ces 3 thèmes que j'ai organisé la suite de cette présentation. Dans la série Éveil de l'amour, il peint en 1894 la puberté. Ce tableau évoque ce temps particulier après l'enfance, qui n'est pas encore le temps de l'adolescence. Assise sur le bord d'un petit lit, dans un coin exigu d'une chambre, cette jeune fille regarde le peintre, elle nous fixe. Ce face-à-face en équilibre instable est assez troublant. Ses bras trop longs sont croisés sur ses genoux, comme si elle voulait cacher ce qui motive son angoisse. La jeune fille est confrontée d'abord à sa nudité et à sa propre sexualité. Son ombre projetée sur le mur, d'une manière non naturelle, se présente comme une obscure menace.
Elle est trop imposante, massive, présentée comme un négatif de l'image frêle de l'adolescente. Cette ombre met en mouvement la longue chevelure, alors que de face rien ne bouge. Elle est comme un reflet de l'âge adulte, de la féminité qui investit peu à peu le corps de l'adolescente. Il faut avouer que ce tableau nous laisse perplexes dans l'état du doute et de la stupéfaction. Peindre une jeune fille nue assise sur un lit témoigne d'un voyeurisme, disons, candide pour Munch, si on le compare aux œuvres réalisées plus tard par le peintre Balthus. Pour Munch, l'œuvre est dominée par une idée, celle de l'éveil à la vie. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait désir amoureux, affirmait Balthus. La voix s'inscrit dans le thème éveil de l'amour. Dans la forêt au-devant d'une plage et de la mer, une jeune femme, debout, de face, légèrement décentrée mais dominante, nous regarde avec assurance, les mains jointes dans son dos, prête à affronter la vie. La femme idéale qui est ici représentée affiche et assume sa sexualité, sans détour, comme la voix porte un message. Le motif stylisé du rayon du soleil qui se reflète dans la mer est à forte connotation sexuelle. Il faut y voir une acceptation pour la jeune femme de cette sexualité et probablement une provocation pour le spectateur. Les couleurs sont une véritable mise en scène lumineuse. C'est à mon avis l'œuvre qui résume au mieux la fresque de la vie telle que l'artiste l'imagine. Toute la fresque de la vie est traversée par la ligne diffuse du rivage, au-delà de laquelle déferle la mer, toujours en mouvement. Les diverses formes de la vie se déploient sous le couvert des grands arbres, avec leurs soucis et leurs joies. J'ai ressenti cette fresque comme un poème de vie, d'amour et de mort. Munch exprime l'idée que l'humanité et la nature sont inexorablement unies dans le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans Cendre, un homme se tient au premier plan, prostré, le corps progressivement absorbé par la surface de la toile, tandis qu'une jeune femme à la chevelure désordonnée demeure immobile comme hébétée. La femme, à demi vêtue, regarde le spectateur, lève les bras et pose ses mains sur la tête. Elle attrape ses cheveux d'un roux flamboyant. Ce geste est employé pour son pouvoir évocateur. Il se rattache à une longue tradition iconographique. Sa force symbolique ne tient pas à sa signification en soi, mais plutôt à sa capacité d'éveiller des images et des sentiments chez le spectateur. Tout évoque la douleur, l'échec, la désolation et même l'étonnement provoqué par la fulgurance de la passion amoureuse. Tout est consumé, il ne reste plus que des cendres. Je veux représenter des êtres humains qui respirent, sentent, aiment et souffrent, disait l'artiste. Il utilise la parabole des sexes et de l'amour pour symboliser les rôles respectifs de la femme et de l'homme. Le vampire, voici une des œuvres de Munch, probablement la plus ambiguë. Initialement, le titre du tableau était Amour et douleur, avant que le poète polonais Stanislas Przewalski l'interprète, à tort peut-être, comme une scène de vampirisme. Quelle que soit sa signification, la scène a un aspect extrêmement angoissant ou rassurant selon l'interprétation du spectateur. Au premier coup d'œil, une femme suce le sang de sa victime. La force vitale de l'homme s'écoule dans une cascade de cheveux roux, celle du vampire, qui traditionnellement symbolise le péché. En examinant le tableau de plus près, on peut aussi percevoir autre chose qu'un combat brutal, où il est question de vie et de mort, et imaginer un acte d'amour et de tendresse. L'homme s'abandonne au baiser de sa compagne. La composition se révèle donc plus complexe et énigmatique qu'elle n'y paraît. Il en va de même pour le regard de Munch sur les femmes. L'artiste était fasciné par les figures féminines de la mythologie, incarnant le péché, la séduction et la destructivité comme Ève, Salomé ou Judith. Ce n'est pas le seul artiste à être fasciné par ces figures féminines de la mythologie. Rappelez-vous les œuvres de Caravage ou d'Artemisia Gentileschi. Voici une autre version de Vampire. Il faut dire que le thème s'inscrit dans l'air du temps. La vampirisation de l'homme ensorcelé par la femme, le vampire, reprenait le thème baudelairien des fleurs du mal, la chevelure. C'est une édition de 1861. J'avais ta chevelure autour de mon cou,
j'avais tes cheveux comme un collier noir autour de ma nuque et de ma poitrine. Munch avait commencé à illustrer Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui n'a jamais fini. L'artiste s'est probablement inspiré du poème suivant pour son tableau « Femme impure, la nuit rend ton âme cruelle. Pour exercer tes dents à ce jeu singulier, il te faut chaque jour un cœur au râtelier. Machine aveugle et sourde en cruauté féconde, salutaire instrument, buveur du sang du monde. » Madonna, c'est assurément une des figures féminines les plus ambiguës de son œuvre, à la fois belle et maladive, innocente et séductrice. L'œuvre a aussi été exposée sous le titre « Femme dans l'acte amoureux », signe manifeste qu'elle endosse plusieurs rôles, tout en symbolisant une sainte auréolée. Elle est aussi un objet sexuel qui s'offre à nous, les yeux clos, perdus dans un instant de sensualité. Munch a aussi créé plusieurs versions graphiques de ce motif, où la figure féminine est cernée de spermatozoïdes et d'un fœtus, laissant à penser qu'il voulait la représenter enceinte. Mais sa peau jaunâtre, ses orbites enfoncées et son visage creusé évoquent inévitablement la maladie et la mort. Munch a décrit l'ambiguïté de cette femme dans un poème en prose. La clarté de la lune glisse sur ton visage, empli de beauté et de douleur terrestre. C'est pourquoi la mort tend à présent la main à la vie, et une chaîne se noue entre les 1000 générations défuntes et les 1000 générations futures. La broche est une lithographie réalisée en 1903. Elle représente le portrait de la violoniste anglaise Eva Mudocci, née Evangeline Hope Murdoch. Elle est certainement le modèle de la Madonna. Elle avait été la muse de Matisse et ensuite la maîtresse de Munch. Lors de leur rupture, en faisant référence à la broche, il lui a écrit les mots suivants « Voici la pierre tombée de mon cœur ». Sur la droite, nous avons une reprise du portrait d'Eva Mudocci, réalisé par Andy Warhol en 1984. Et voici une photographie de l'artiste, belle, dans sa robe de concert. Nous poursuivons dans cette fresque de la vie avec la femme aux 3 stades de la vie. Cette œuvre fut exposée pour la première fois en 1954 à Stockholm sous le titre Sphinx. Il ne s'agit pas là du portrait de 3 femmes différentes, mais d'une représentation des différentes périodes de l'existence de la femme que l'artiste imagine, faisant un rapprochement avec l'énigme du Sphinx le matin, le midi et le soir. La femme vêtue d'une robe blanche correspond au type de la nymphe aquatique, entièrement orientée vers l'élément féminin, c'est-à-dire l'eau. Comme une sirène, elle échappe à toute séduction masculine. Elle tient dans ses mains des fleurs de lys, signe de virginité. Au milieu se tient une femme grande et nue, qui n'est pas sans inspirer quelques frayeurs. Les jambes écartées, elle sourit au spectateur d'une façon quasi démoniaque. Chevelure d'un roux lumineux, les paupières et les lèvres fardées, elle offre son corps au spectateur. Séduisante et accessible, elle symbolise le péché. Munch a placé la 3e femme derrière celle-ci. Elle est vêtue d'une robe en cloche de couleur noire qui la couvre totalement. Les yeux marqués de cernes profonds donnent à ce visage l'apparence de la vieillesse et de la mort. Sur la droite, on voit surgir entre 2 troncs d'arbres une silhouette masculine, tête penchée, regard perdu, mélancolie et tristesse. Un effacement, une fleur de sang, fleur de la douleur. Les souffrances de l'artiste sont comparées à la passion du Christ. Son tableau, La danse de la vie, réalisé en 1899, s'inscrit dans le thème épanouissement et déclin de l'amour. C'est la période où l'art de Munch se nourrit des bouleversements de sa vie affective. Au milieu de la toile que j'ai peinte cet été, je dansais avec mon premier amour. Il s'agissait d'un souvenir d'elle. En 1885, Munch connaît son premier amour en la personne de Milly Tolo, qui est la belle-sœur du peintre Fristolo. Fou d'amour, l'artiste affirme que son pouvoir séducteur égalait celui de Sarah Bernhardt. Longtemps après la fin de leur liaison, le peintre continue à être obsédé par la jeune femme, qui ne lui retourne pas ses sentiments puisqu'elle épouse un autre homme.
C'est le visage de cette dernière qu'il prête aux trois personnages féminins de la danse de la vie. Là encore, l'existence de ces trois femmes est tout entière centrée sur l'homme, ses désirs, ses déceptions et frustrations. Le gros personnage au visage vert, avec un regard hilarant, dans un enlacement sauvage, manifeste son ravissement par une grimace. D'une jalousie morbide, Munch le met en scène, vautré sur Milly, se représentant lui-même dans l'homme pâle au centre de la composition, qui se fond dans la robe sinueuse de sa compagne. La pleine lune éclaire ce qui revêt l'apparence d'une comédie humaine. À gauche, en robe blanche, une femme aux boucles blondes incarne l'innocence et la jeunesse. Elle veut arracher la fleur de l'amour tout en refusant d'être cueillie. Au centre, en robe rouge, elle danse avec son époux. Le couple évoque le mariage, l'amour, la sexualité. À droite, la femme vêtue de noir est l'incarnation de l'amour touchant à son terme. Son cœur, que ses mains jointes dessinent, n'est plus à sa place. Séparation. Munch puisait souvent son inspiration dans ses déboires amoureux. Dans cette œuvre, l'artiste représente un couple qui se sépare. La scène se déroule près d'une plage, certainement celle d'un Gaststrand, lieu de refuge dans son pays natal, alors qu'il vivait principalement à Paris et à Berlin. La couleur contrastée des vêtements accentue l'effet dramatique de la scène. La jeune femme, légère et insouciante, se fond dans le sable, ses cheveux se dissolvent dans l'air, elle est tournée vers la mer, espace de liberté. Tandis que l'homme reste là, enraciné au premier plan, le cœur brisé, servant de terreau à une fleur rouge sang. Il est abandonné, en proie d'un chagrin d'amour infini, chagrin d'amour qui s'identifie à l'artiste. Selon Munch, la relation entre l'homme et la femme constitue un des conflits fondamentaux de l'humanité. Même si l'amour pouvait apporter de la joie, les femmes et leur sexualité équivalaient pour lui à une déperdition de son énergie créatrice. Probablement une façon de cacher ses difficultés relationnelles avec les femmes. Voilà une œuvre mythique, Le Cri. En captant la sensation d'un soleil couchant dans toute sa flamboyance, Munch a créé une des œuvres les plus iconiques de l'histoire de la peinture moderne. Ce qui se présentait au départ comme une simple promenade du soir à Ekeberg s'est transformé en une expérience qui a bouleversé l'artiste. Lui-même l'a décrite en ces termes dans son journal en 1893. « Je me promenais sur un sentier avec deux amis, le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord, bleu et noir de la ville. Mes amis continuèrent, et j'y restai, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Ce hurlement muet qui engloutit le visage et qui semble vomir toute l'horreur et la terreur de l'homme devient le symbole figuratif des peurs ancestrales de l'être humain, de l'angoisse de vivre et de la souffrance existentielle. À l'aide de couleurs vives et de lignes vacillantes, le peintre illustre ce qu'il a vécu comme un phénomène acoustique. Il a peint un cri, telle une explosion qui s'étend sur le paysage, provoquant une onde de choc. Une matière picturale dense, épaisse et une concision extrême du trait sont les moyens employés par l'artiste pour exprimer le mal-être, l'obsession, le désespoir. Ici, Munch est dans la pure tradition symboliste et réalise une des premières œuvres expressionnistes, même si le terme n'existe pas encore. Lorsqu'il expose cette œuvre à Copenhague en 1893, un spectateur peu scrupuleux avait écrit au centre du tableau « Ceci ne peut être peint que par un fou ». L'artiste laissa l'inscription telle qu'elle, considérant qu'elle était appropriée au public. L'artiste réalisa 5 versions du cri entre 1893 et 1917. La première est peinte à la tempéra sur carton, 2 peintures à l'huile, un pastel et une lithographie. Alors la question se pose, mais qui donc crie ? On peut s'interroger sur l'origine du cri. Le personnage pourrait bien simplement être effrayé par un cri du fait qu'il se couvre les oreilles. Selon son journal, ce cri infini serait bien fantasmagorique et lié à un sentiment éprouvé ce jour-là par Munch
face à une nature impressionnante et dérangeante. En réalité, il exprime sa propre angoisse existentielle. Voici deux versions du cri d'après Munch, deux versions qui ont été réalisées par Andy Warhol en 1984. C'est véritablement un coucher de soleil impressionnant. Il y a 15 ans, des astrophysiciens américains ont avancé une explication qui serait tout simplement scientifique. Le 27 août 1883, en Indonésie, le volcan Krakatoa subit une des plus grosses éruptions jamais connues. Le bruit de l'éruption fut tellement puissant qu'il fut entendu à près de 4800 km à la ronde. Des cendres volcaniques se déversèrent dans l'atmosphère et se répandirent un peu partout dans le monde, notamment au nord de l'Europe. Elles furent ainsi à l'origine de couchers de soleil rougeoyants et flamboyants, dont Munch fut peut-être le témoin. En fait, moi aussi, j'ai été témoin dernièrement, c'est-à-dire en 2019, d'un coucher de soleil flamboyant. C'était en décembre 2019 dans le Minervois. Une autre explication concernant cette œuvre, le peintre aurait pu être aussi influencé par cette momie Chachapoya, trouvée au Pérou et exposée à partir de 1878 au Musée de l'Homme à Paris. Dans le même décor, il peint l'angoisse en 1894. Les personnages mis en scène dans ce tableau nous font face comme des spectres apeurés, tandis que le ciel s'organise à un immense réseau incandescent de piments, évoquant irrésistiblement une pluie de feu et de sang. Munch invente ici la trace du cauchemar, l'angoisse collective face à une nature dérangeante. Où vont tous ces gens au regard vide? Seule la femme au premier plan a des traits visibles. Ses yeux sont lourds, le visage affiche la peur, elle serre son cou entre ses mains pour exprimer l'angoisse qui la prend à la gorge. Les personnages au second plan, au teint verdâtre, ont un visage anguleux, décharné. Un terrible malaise déforme leur visage, dissout les têtes et envahit le paysage. Serait-ce la vision qu'aurait l'artiste de la mort? La peinture devient pour Munch le support du mal-vivre, le désespoir se fait création. Munch suggère la peur collective par des formes expressionnistes et des tons d'une violence extrême. Le symbolisme inventif et névrotique de l'artiste atteint une tension suprême que nous retrouvons dans son fameux tableau « Soirée sur l'avenue Karl Johan ». C'est la principale avenue de Christiana, dans une ambiance nocturne. À droite, à l'arrière-plan, on voit le palais royal, ainsi que deux imposants peupliers, et sur la gauche, une rangée de maisons aux fenêtres éclairées. Sur le trottoir, une foule compacte se dirige vers le spectateur. Les hommes portent principalement des chapeaux haut de forme, et les femmes des chapeaux clairs en paille, avec des rubans, une représentation caricaturale de la bourgeoisie de Christiana. Les visages sont inexpressifs, figés dans une attitude grimaçante, les yeux sont écarquillés. Le teint jaune phosphore des visages contraste avec le bleu rougi du ciel. Sur la droite passe un personnage, une ombre noire, dans la direction opposée, c'est l'artiste. On peut lire quelques remarques de Munch lui-même sur Soirée sur l'avenue Karl Johan dans son journal littéraire de 1889. Il décrit une expérience personnelle. Tous ces gens qui passaient paraissaient si étrangers et bizarres. C'est comme s'ils me regardaient, me fixaient. Tous ces visages, tous ces regards dans la lumière du soir. J'ai essayé de me concentrer, mais je n'ai pas pu. J'avais une sensation de vide total dans ma tête. Alors que je cherchais à fixer mon regard sur une fenêtre en haut, les passants me dérangèrent à nouveau. Je tremblais de tout mon corps et la sueur dégoulinait. Munch exposa le tableau pour la première fois en septembre 1892 à Christiana. La presse a décrit un tableau carrément fou. Le public critiqua vivement le tableau et qualifia le peintre de malade. Le public n'avait pas totalement tort, car Munch était atteint d'une phobie qu'on appelle l'oclophobie ou l'ocmophobie. Elle est également appelée anxiété sociale, qui se caractérise par une peur intense des situations dans lesquelles la personne phobique est confrontée au regard des autres. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette première partie de la vidéo sur la carrière artistique d'Edvard Munch.
La suite, la deuxième partie, fera l'objet prochainement d'une autre vidéo. Et je vous remercie très sincèrement de votre fidélité.